Il faut voir l'extase que sont capables d'avoir certains parents sur les premières émissions de leurs enfants. Il y a même des gens qui disent « il nous a fait un cadeau ». Je voudrais voir la tronche qu'ils peuvent faire si le soir si vous êtes sage à Noël et qu'on leur apporte une crotte. Faut arrêter de délirer, ce n'est pas une production de l'enfant, c'est un besoin naturel. Et que oui, l'enfant il n'est pas mûr, il doit maturer. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, nouvelle semaine santé sur Beurre FM et ça me fait plaisir de la commencer avec vous. Mon invité ce matin est le docteur Alain Benoît. Bonjour doc. Bonjour. 40 années d'exercice de la pédiatrie. Ça nous rajeunit pas. Oh bah écoutez, si, vous êtes très 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 jeune. En plus, vous avez fait un peu de footing pour venir jusqu'à nous. Vous publiez les vrais besoins de votre enfant chez Albin Michel. Donc là, vous avez un peu de recul. Ça vous a permis de cerner les véritables besoins des enfants. Et à noter que dans votre livre, vous faites sauter un certain nombre d'idées reçues qui vont peut-être surprendre certains parents. Oui, ça a été mon mode de fonctionnement tout au long de ma carrière. C'est de prendre mon temps avec les patients et leurs parents pour, plutôt que donner des médicaments, expliquer comment ça marche et de faire que montrer aux parents qu'ils savent faire et que les enfants ont une capacité à faire à condition qu'on leur laisse le temps. Ça, c'est la base. Chaque enfant a son propre rythme. Voilà. Il faut comprendre ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier pour tout. Alors, oui, mais c'est vrai en plus. Bah oui. Alors, il y a un mythe, alors vous qui avez 40 ans de pratique, c'est que les enfants, ils étaient beaucoup mieux avant. Alors, ils étaient moins gâtés, ils savaient se concentrer davantage, ils étaient polis, ils disaient bonjour à la dame, au revoir et merci, ils savaient écrire et parler convenablement, ils étaient moins agités, moins angoissés, moins insolents et ils faisaient mieux leur nuit. Est-ce que c'est vrai, ces mythes-là, ou pas du tout ? Alors, les enfants n'ont pas changé. On peut rassurer tout le monde. Depuis que l'homme est homme et la femme femme, les enfants restent les enfants. Alors, le fonctionnement de base de l'enfant, c'est s'adapter au fonctionnement des parents. Et quand vous parlez de faire sa nuit, on parle de la nuit des parents, on n'a jamais parlé de la nuit des enfants. Vous n'avez pas cette expression-là ? Comment ? Ah ben non, parce que l'enfant, il a toujours son temps de sommeil. Pourtant, c'est un motif de consultation. Les parents viennent voir, ils disent docteur Benoît, mon enfant ne fait pas sa nuit. Oui, et je leur dis toujours, il a assez de sommeil. Et quand on fait des calendriers de sommeil en consultation, on s'aperçoit que les enfants ont, dans la plupart des temps, une quantité de sommeil suffisante et un sommeil de bonne qualité. Par contre, les parents qui attendent de leur enfant beaucoup trop tôt un fonctionnement de l'adulte qu'il aimerait qu'il devienne, je veux dire que le hic, il est là. Quand on regarde son enfant, on se dit « je voudrais qu'il soit un adulte bien », voire encore pire, je voudrais qu'il soit l'adulte que je n'ai pas su être. Alors là, ça devient violent, pour l'enfant, j'entends. Et on veut que l'enfant, tout de suite, rentre dans un fonctionnement social et correct et comme on attend de lui. Et que le sommeil, si on veut bien réfléchir, le sommeil, c'est une donnée sociale, parce que si, dans notre société, on dort en gros de 11h à 7h, 11h du soir à 7h du matin, un peu plus, un peu moins, il y a toujours des longs dormeurs, des courts dormeurs, mais que ce n'est qu'une donnée sociale, parce que notre société est organisée autour de ça. Le boulot, c'est 8h, 18h. Les magasins ferment en ce moment à 18h, mais jamais au-delà de 20h. Que si on va dans des sociétés où, avant l'ère des climatiseurs, la sieste était de rigueur, le sommeil normal était une sieste et une nuit courte. Parce qu'on se couchait tard, mais la Sécu était ouverte le soir à 10h, la Poste aussi, la banque aussi, et tous les magasins. Donc on est sur une donnée sociale, et quand on demande à l'enfant de dormir 10-12 heures d'affilée, on ne veut que le mettre trop tôt dans la société dans laquelle il va vivre. Alors vous dites que le sommeil, c'est quelque chose qui s'apprend, il faut éduquer les enfants, donc les cycles du sommeil de l'enfant vont être de plus en plus longs au fur et à mesure qu'il grandit. Quand il est nouveau-né, il a combien de cycles, l'enfant ? Alors le sommeil de l'enfant, c'est comme tout l'enfant, c'est immature. Un enfant, il n'a pas le même sommeil que nous. On ne va pas demander à un enfant de marcher dès qu'il naît. C'est pas inscrit dans son fonctionnement génétique. Le sommeil de l'enfant, il est immature, il n'est pas du tout structuré comme le sommeil de l'adulte. Alors en particulier, il y a des choses qu'on connaît bien. Un enfant, c'est capable de s'endormir au milieu d'un pleur. En phase de veille agitée, un enfant, pouf, il peut tomber dans le sommeil, ce que nous, on est incapable de faire. Nous, on est obligé. C'est-à-dire que même en phase agitée, l'enfant s'endort au plein milieu de cette phase agitée. Il peut très bien, un enfant petit, j'entends un petit nourrisson, peut s'endormir au milieu d'un cri. Alors ça fait très peur, on se dit... il tombe d'épuisement. Non, c'est dans son fonctionnement. Et après,
nous, adultes, on doit s'endormir, le sommeil se structurer pour arriver dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal au bout d'une heure et demie à peu près. C'est le sommeil on est agité où se passe la majorité des rêves. Et ça, c'est un sommeil où on gigote dans le lit, c'est pour ça que ça s'appelle sommeil agité. Chez l'enfant, le sommeil paradoxal, chez l'enfant, ce sommeil agité, il arrive en début de cycle. C'est-à-dire l'enfant, il s'endort, il tombe au milieu d'un cri ou d'une phase d'agitation, et il rêve tout de suite. Il rêve tout de suite, et le sommeil de l'enfant, il est hyper expressif. Il va gigoter, il va faire des grimaces, tout ça, et les parents vont toujours interpréter toutes les expressions de leur enfant y compris dans le sommeil. On est en permanence à l'écoute de son enfant, et quand il dort, on le regarde dormir. Et on se dit, ah là là, il a mal, il tortille. Et les parents font des fausses interprétations toujours. De ce qui se Donc passe. faut savoir la physiologie du sommeil. L'enfant peut s'endormir n'importe quand. Il a des cycles de sommeil beaucoup plus courts que les adultes. Un cycle de sommeil de petit nourrisson, c'est 45 minutes. C'est-à-dire qu'un bébé, vous le couchez, il dort 45 minutes. C'est déjà beaucoup, 45 minutes pour un cycle. Oh non. C'est assez standard pour un petit. Un adulte, c'est une 30, c'est combien ? Une 30, voire 2 heures. Et le bébé que vous couchez et qui dort 45 minutes, je veux dire 45 minutes sur une journée de parents un petit peu agités, speedés, et ils ont à peine le temps de poser leurs fesses sur un siège que le bébé se réveille, il dit ça y est, il m'en veut, il supporte pas que je m'assoie et tout. Alors qu'il a dormi un cycle de sommeil, c'est-à-dire comme si nous on faisait une sieste de 2 heures. Donc il faut tenir compte de ces cycles, de l'organisation de ces cycles, qui est différente de l'adulte, et que l'enfant, il va très bien s'en sortir avec un sommeil polyphasique, ce qu'on va exiger de lui après. Tu dois faire la sieste. Mais chez le petit, il va dormir en 4, 5, 6 fois par jour, et au total aura sa dose de sommeil. C'est normal qu'un enfant se réveille la nuit d'ailleurs. Tout à fait. Et je vous dis, le sommeil n'est pas mûr, la maturité du sommeil, l'enfant va commencer à maturer son sommeil et avoir la reconnaissance jour-nuit, pas avant l'âge de 6 mois. Un petit, il s'en fout royalement qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Pour lui, il trouve ses parents un peu bizarres la nuit. Ils sont habillés différemment, ils sentent différemment, puis ils sont moins patients. Mais c'est tout, c'est la seule différence qu'ils voient. Et que les cycles, vous savez qu'on a des cycles biologiques au fond de nous qui nous règlent sur 24 heures. Donc les fameux cycles circadiens. Nictéméro, circadiens, on les appelle comme on veut. Ça commence à apparaître vers 6 mois, pas avant. Il commence à se caler à partir de ce moment-là. Et la maturation du sommeil, c'est, je dirais, vers 2 ans. Alors c'est sûr que nous, on va pas les laisser sur leur rythme naturel parce que des fois c'est pas du tout social. Surtout quand les 2 parents travaillent, qu'il y a des impératifs d'horaire, qu'il faut aller à la crèche, chez la nourrice, chez la grand-mère avec le bébé. On va imposer des heures de réveil et l'enfant il est pas couillon, il va se caler. Mais que c'est un mythe complet de dire qu'on va régler l'enfant pour qu'il fasse ses nuits. Alors, là où vous êtes un peu original, c'est concernant ce qu'on appelle le rituel, ou la ritualisation du moment du coucher. Il y a une idée reçue qui dit qu'il faut qu'on reste avec l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Alors, coucher son enfant, pour des parents, c'est compliqué. Ça veut dire, on va se séparer de toi, et tu vas savoir faire sans nous, et nous, on va savoir s'occuper sans toi, ce qui au début est pas une évidence. Donc, il y a besoin d'accompagner ce temps, parce que chaque coucher rejoue les séparations. Et les séparations, dans la vie, on déteste ça. Et que arriver à pouvoir dire à son bébé, tu vas t'en sortir sans moi, je vais m'en sortir sans toi, c'est compliqué. Donc, on met en scène des rituels d'endormissement, auxquels l'enfant va adhérer ou pas. Mais là où j'ai dit qu'il y a un piège, que si le rituel d'endormissement met en jeu l'adulte, le père, la mère, ça peut être jouer avec les cheveux de la maman, la barbe du papa, toutes ces choses-là, ou je dis pire et pas vraiment le mot, mais sûrement le plus compliqué, l'enfant qui s'endort au sein de sa mère. L'enfant, quand il va se réveiller la nuit, pour se rendormir, il va avoir besoin de re-ritualiser. Et si l'adulte est nécessaire à ce rituel d'endormissement, il va dire à l'adulte, viens, j'ai besoin de me rendormir. Donc en fait, ce que vous expliquez, c'est que l'enjeu, c'est d'apprendre à l'enfant à s'endormir seul pour qu'il puisse se réendormir seul s'il se réveille au beau milieu de la nuit. On sait qu'il se réveille. On sait qu'il se réveille la nuit, comme beaucoup de gens. Nous, on sait très bien se rendormir la nuit. Se réveiller la nuit et se rendormir ou pas.
au bout de 3 cycles de sommeil, vous vous couchez vers 11h, vers 3h30, 4h, vous avez un réveil, ce qui est assez standard. Si vous êtes en bonne forme, que tout va bien, vous jetez un coup d'œil sur le radio-réveil, vous dites « Ouais, 4h, ça va pas », pof, vous vous rendormez. Si vous êtes dans une phase anxieuse, que vous avez des soucis dans votre vie et tout ça, dans ce réveil, vous allez être inondé par les phénomènes anxieux et pas pouvoir vous endormir. On connaît tout ça, on reste à tourner en rond, on se rendort 2 heures plus tard, juste au moment où notre réveil sonne. C'est une expérience, je crois, qu'on a tous vécue. Le bébé, il a le droit d'avoir son anxiété. Si son anxiété, c'est de se dire « Est-ce que mes parents vont bien alors que je ne suis pas là ?» Eh bien, il va les appeler. Surtout qu'on a eu la grosse maladresse de dire à son enfant en le couchant « Ne t'inquiète pas, mon petit chéri, s'il y a un problème, je suis là. » Et que l'enfant, aussi balèze qu'il est, ne peut pas imaginer que ses parents dorment. Et il reste persuadé que les parents sont derrière la porte, prêts à intervenir pour aller sauver la perle de leur jour et le zénith de leur nuit. Alors, docteur Alain Benoît, comment est-ce qu'on apprend à un enfant à s'endormir et à se réendormir seul ? Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme technique ? Alors, on va sortir des techniques et des trucs des apprentissages. On reste serein. Un enfant, ça grandit, ça mature. La maturation, elle est autant celle du bébé que celle de la mère et du père quand il est présent dans le coucher. Je veux dire que c'est ces parents qui disent « je veux que mon bébé fasse ses nuits ». En gros, je veux que mon enfant dorme 12 heures par nuit. Si, chez le tout petit, un enfant d'1 semaine, 15 jours, on dit aux parents « est-ce que vous êtes prêts à pas voir votre bébé pendant 50% du temps ?» Ils disent non. Ce qui est exactement la même chose. Mais la représentation en est différente. Il faut que les parents, je reviens à ce concept que chaque coucher est une séparation, il faut que les parents d'abord acceptent la séparation de leur bébé et que cette séparation se passe dans la sécurité. Et la sécurité, c'est je suis sûr que tu vas bien, c'est-à-dire toi mon petit bébé, tous ces folies de mort subite qu'on a dans la tête, de rapt d'enfants, de tout ce que... C'est pas vrai, on est dans la sécurité physique et on est aussi dans la sécurité psychique. Tu vas savoir te démerder sans nous. Et nous, on a d'autres choses à faire que d'être avec toi, petit trésor, même si ta venue nous a complètement chamboulé la tête, nous a rendu un peu marteau, surtout dans notre société où, je vous le rappelle, le premier enfant arrive chez les femmes vers l'âge de 30 ans. On a eu le temps d'y penser à ce bébé depuis les premières règles à 12 ans jusqu'à 30 ans. Ça fait 18 ans où, dans la tête, ça tourne chez les femmes, dire « Ah, je vais avoir un bébé un jour, je veux que ça soit comme ci, je veux que ça soit comme ça. Surtout, je veux pas faire comme ma mère. Surtout ci, surtout ça. » Et on a plein d'idées. Et dans ce plein d'idées, on met une barre mais hyper haute dans la fonction parentale. Le gros problème des parents à l'heure actuelle, c'est qu'ils veulent être des bons parents. Moi, j'arrête pas de leur dire soyez des parents. C'est déjà beaucoup. C'est bien déjà. Alors, les rituels du coucher, quelle est leur utilité ? À accompagner la séparation. Et que Winnicott, qui est le pédopsychiatre anglais, qui a théorisé sur l'objet transitionnel, le doudou, dit bien que c'est vers 9 mois, quand l'enfant perçoit qu'il est autre chose qu'un morceau de sa mère, qu'il a une place dans le monde et qu'il y a des gens qui tournent autour de lui, va choisir lui-même un objet qui va représenter la figure maternelle, dans lequel le père peut être inclus, bien sûr, et ça va toujours être un objet doux, soyeux, qui a de l'odeur, qu'on peut câliner, on peut lui tordre le cou aussi. On a le droit de tordre le cou à son doudou. Le doudou, il est important pour les parents ou pour les enfants ? Il est important pour l'enfant sûrement. Pour le parent, faut pas en faire un truc magique. Et surtout, maladie actuelle aussi, le moindre enfant qui naît à la maternité à 20 doudous, parce que tout le monde offre le meilleur doudou du monde, il y a un site, mais 1001 doudous, pour si jamais on perd le doudou, pour avoir le remplaçant officiel et tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens au niveau de l'enfant. Un enfant d'1 semaine n'a pas besoin d'un doudou pour s'endormir. Il a besoin de s'apaiser et de s'endormir. À partir de quel âge, donc, le doudou a une utilité ? L'enfant crée lui-même son besoin de doudou, mais dans notre société, on lui a créé son besoin de doudou. Combien de fois
en consultation au cabinet, on fait pas que des choses rigolotes dans les cabinets de pédiatrie, on fait des vaccins en particulier, c'est des piqûres, ça peut faire un petit peu mal. Et quand l'enfant pleure après le vaccin, les parents lui donnent son doudou. Et moi, chaque fois, je leur dis, attendez, c'est peut-être mieux de le prendre dans les bras, lui faire un bisou et un câlin, ça marche mieux pour calmer le bébé. Hein. Et on donne au doudou une fonction magique dans notre société qui est celui de la séparation n'existe pas, le malheur n'existe pas, j'ai un remède à. Hein, on est dans une société vachement factuelle, il y a une question, il y a une réponse. Et un fonctionnement de bébé, ça ne peut pas rentrer là-dedans. Comment est-ce qu'on explique aux enfants qu'ils doivent être coupés de leurs grands-parents aujourd'hui pour des raisons sanitaires et de Covid ? Je crois surtout, hein, c'est compliqué la période qu'on vit à l'heure actuelle. Parce que justement, sur une interprétation un peu rapide, on peut dire tu vas plus voir papy et mamie parce que tu peux leur transmettre une maladie qui va les tuer. C'est un peu violent pour un enfant de dire qu'il va être porteur de la mort de ses grands-parents. Alors d'abord, faut bien poser les choses par rapport à un enfant. Les enfants ne chopent pas la Covid aussi facilement qu'on veut bien le dire. Ils peuvent transmettre le virus, mais la maladie, elle est quand même rare. Elle existe, mais elle est rare. Un enfant qui a de la fièvre, un enfant de 18 mois qui a de la fièvre, on va pas se précipiter pour lui faire un test, surtout que c'est pas commode à faire chez les bébés. On va d'abord le regarder comme un enfant fébrile. Et la fièvre à 18 mois, c'est un symptôme fréquent. Alors on va examiner ce bébé, on va regarder. Le plus souvent, on trouve rien. Hein. Alors la rumeur populaire dit c'est pas grave, c'est les dents. Les dents n'ont rien à voir là-dedans. Hein. Mais un enfant, il a de la fièvre parce qu'il y a un virus qui passe et qu'il n'est pas à l'abri, en particulier des rhinovirus, qui sont des tout petits virus qui vont se foutre partout et qui peuvent donner un rhume, de la fièvre, des choses comme ça. Les recommandations de la Société française de pédiatrie, c'est pas de prélèvement de diagnostic de la Covid avant 3 jours de fièvre, c'est-à-dire qu'on laisse l'enfant avoir 3 jours de fièvre avant de déclencher une recherche de Covid, si au bout de 3 jours de fièvre, il n'a rien sorti. Ce qui est souvent le cas. Hein. Au bout de 3 jours, il y a une oreille qui coule, il y a des boutons qui sortent, il y a une diarrhée qui arrive, des vomissements, et là, on est assez serein. Donc, faut pas voir la misère partout dès qu'un enfant a de la fièvre. Et dans la vie sociale et familiale, faut dire qu'il faut faire attention, comme on fait attention à tout le monde, mais pas les couper de leurs grands-parents, parce que c'est aussi violent pour l'enfant que pour les grands-parents. Alors, je prêche pour ma paroisse. Hein, être coupé de ses petits-enfants est très difficile, mais qu'un enfant petit de moins de 3 ans, je crois que c'est sauvage de dire qu'on va pas lui faire de bisous et l'interdire de faire des bisous. On est d'autant plus serein à l'heure actuelle que on commence à être vacciné et qu'on peut... Alors, je travaille aussi dans un centre de vaccination Covid et quand je dis aux grands-parents, maintenant que vous avez vos 2 vaccins, vous pouvez faire des bisous à vos petits-enfants, bien souvent j'ai des grands-mères qui ont une petite larme qui s'échappe. C'est assez violent. On en est si sûr de ça en fait ? Alors, si vous trouvez, cher ami, quelqu'un qui est sûr de quelque chose sur la Covid, vous le présentez à nos dirigeants dans le monde entier et on n'y connaît rien. En état du recul qu'on a, c'est-à-dire un peu plus de 2 mois de vaccination aujourd'hui, est-ce qu'on en est sûr de ça, qu'on peut aller se faire un petit bisou Dans l'état actuel de nos connaissances et compte tenu de l'épidémiologie actuelle des virus, oui. Hein, le vaccin protège les personnes vaccinés contre les formes graves de Covid. Bien. C'est les données actuelles. Vous me réinvitez dans 3 mois, on dira peut-être le contraire. C'est pour ça que je vous ai précisé dans l'état actuel les connaissances que nous avons aujourd'hui. Dans le centre de vaccinologie dans lequel vous travaillez, vous vaccinez avec quel type de vaccin ? On vaccine, moi là je suis dans un centre qui pour l'instant vaccine avec un vaccin ARN messager, le BioNTech Pfizer pour ne pas le nommer. On va avoir du Moderna aussi et on ne vaccine dans l'instant que les gens de plus de 75 ans ou les gens de moins de 75 ans à risque. Bien, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, mais je peux vous dire qu'on monte vraiment en puissance. On a commencé par 400 vaccins par semaine. Cette semaine, on va en faire 1000 et la semaine d'après, 1500.
On va parler de l'acquisition de la propreté sans transition aucune. Mais vous allez m'aider parce que je sais que vous avez beaucoup de talent, docteur Alain de Benoît. Il est des sujets naturels qu'on complexifie. Celui du pipi et du caca en est un. Pourquoi d'ailleurs vous préférez qu'on n'utilise pas l'expression « il n'est pas propre » et que vous préférez utiliser l'expression « il doit porter des couches ». Ouais, parce que il faut voir l'extase que sont capables d'avoir certains parents sur les premières émissions de leurs enfants. Oh, il a fait un joli petit caca. Il y a même des gens qui disent il nous a fait un cadeau. Je voudrais voir la tronche qu'ils peuvent faire si le soir si vous êtes sage à Noël et qu'on leur apporte une crotte Non, je veux dire, faut arrêter de délirer. Ce n'est pas une production de l'enfant, c'est un besoin naturel, hein, et que oui, l'enfant, il n'est pas mûr. Il doit maturer dans le contrôle de ses sphincters, que ce soit le sphincter anal ou le sphincter vésical, pour apprendre à gérer ses sorties. Alors, ce que je pense, c'est que cette acquisition, elle est naturelle. Il n'y a pas besoin de apprendre. Hein. Si on parle d'apprentissage, on ne va pas apprendre à parler à un enfant, on lui parle. Et l'enfant, lui, il apprend. Hein, c'est pas l'adulte qui apprend, c'est le principe, il y a une langue maternelle, l'enfant va s'imprégner de la langue maternelle de sa mère ou de son père, ou des deux, s'il parle des langues différentes. Mais là, on ne parle pas du tout des langues, on parle d'autre chose. Non, mais je suis en train de vous dire qu'il y a des apprentissages naturels. Le langage est un apprentissage naturel. L'écriture n'est pas un apprentissage naturel. S'il n'y a pas quelqu'un qui apprend à l'enfant à écrire, il n'écrira jamais. Il parlera toujours. Je pense sincèrement que tous les enfants, d'eux-mêmes, arrêteront de pisser partout et de faire leur crotte partout. Parce que la maturation neurologique, elle est là pour que ça marche, et que avant qu'ils se rendent compte que c'est pas confortable. Donc on ne peut pas apprendre à un enfant, c'est ça, à faire. On peut le conditionner. Ou caca. Après, quelle est notre notion de l'apprentissage ? Les Chinois, par exemple, si on est dans le conditionnement, ils apprennent à leurs enfants très tôt à faire sur le pot. Je crois que les Chinois, au niveau du conditionnement dans l'éducation, sont assez balèzes. Comme ça, c'est fait. Comme ça, faut arrêter. On peut conditionner des enfants à quel prix ? À quel prix ? Des enfants qui n'arrivent pas à faire ce que... L'enfant, ce qui le nourrit, c'est est-ce que mon parent est content ? Je fais un truc, digression. Coq à l'âne, vous m'avez entraîné là-dessus, je continue. Hein, au moment de l'apprentissage, où les parents veulent apprendre à leur enfant les couleurs. Il dit, c'est quelle couleur ça ? Et le môme, très vite, va comprendre qu'il y a un panel de réponses. Jaune, rouge, bleu, vert. Et là, et c'est quoi ça ? Et c'est quelle couleur ça ? Ah, t'es jaune. Mais non, c'est bleu. Après, il montre un autre truc. C'est quelle couleur ça ? T'es bleu. Mais non, c'est jaune. L'enfant, il comprend pas. Quelle est la bonne réponse ? Avant qu'il comprenne la question, il va quand même essayer, pour faire plaisir à ses parents, à apporter des réponses. Et puis un jour, il pige. Mais il comprend pas. Donc, dans un premier temps, il veut faire plaisir à ses parents. Toujours. Mais toujours. Mais il est très maladroit. Un autre exemple, l'enfant à 9 mois qui commence à manger tout seul avec une cuillère, la cuillère lui échappe, le papa ou la maman qui est à côté ramasse la cuillère et lui rend avec un grand sourire. Le gamin, il dit, mais ça a l'air de lui faire plaisir. Et hop, il la refout par terre. Et je crois vraiment que c'est dans un principe de plaisir. Il a l'air content. Et finalement, au bout d'un certain temps, l'adulte dit, mais tu prends pour un âne, on arrête. Et là, l'enfant, il comprend plus. Mais lui avait mis en place un jeu. L'enfant, il joue, mais il joue très très sérieusement. Et tous ses apprentissages sont dans le jeu. Ça, il faut bien Donc l'acquisition de la propreté, c'est un processus physiologique naturel que l'enfant va trouver de lui-même, c'est ça que ça veut dire ? Et que les parents, pour différentes raisons, ils en ont marre de changer des couches, le budget change complet est trop important, tout ça, et puis ça implique, il grandit. À l'heure actuelle, on va balancer des trucs aux mômes, mais qui peuvent pas comprendre. Tu vas avoir des beaux caleçons comme papa, tu vas avoir des jolies culottes comme maman, mais il en a rien à battre, le gamin. Mais ça fait plaisir à l'adulte de se dire, mon enfant grandit, là-dedans, il a une autonomie, surtout qu'il y a la pression de la grand-mère qui dit, à ton âge, tu mettais plus de couches, sous-entendu, je suis quand même une vachement meilleure maman que toi, et il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que les grand-mères qui ont vécu avant l'âge d'échange complet, c'est sûr que
elles étaient un petit peu prégnantes pour que l'enfant mette plus de couches. Hein. À l'heure actuelle, avec l'échange complet, c'est zen, et l'enfant, il est confort. On voit jamais un enfant qui se plaint d'être dans la crotte, sauf quand il a... Vous dites ça, contrairement à ce qu'on imagine, vous ne pensez pas que le bébé soit gêné par une couche pleine? Ouais, sauf quand il a les fesses abîmées et que la crotte vient... Hein, mais non, ils s'en foutent. Hein, et vous verrez bien, vous voyez bien hein, que quand l'enfant a 2 ans et demi, 3 ans, l'âge fatidique, où il faut absolument retirer les couches parce qu'il y a l'école, l'enfant, bien des fois, il est dans sa crotte, hein, et vient de changer. Non, ça va, je suis bien. Ça ne les gêne pas. Nous, ça nous gêne énormément. Hein, parce qu'on est dans un système hyper projectif. Et l'odeur un petit peu quand même, Comment ? Doc. Il y a l'odeur un peu, Doc. Alors, cher ami, oui. Je pense que dans votre maturité, vous avez perçu que nos odeurs ne nous gênent pas. Ce qui nous gêne, c'est les odeurs des autres. Je vous taquine, hein, je connaissais votre réponse. Donc, on en est dans ce foutu apprentissage. Oui. La même chose. Est-ce que ça sert à quelque chose de courir derrière son gamin avec le pot derrière lui? On se fait du mal. Hein, alors après, il y a ce truc, pour rentrer à l'école, il faut qu'il ait plus de couches. Si on va dire à l'enfant, pour aller à l'école, il faut plus que tu aies de couches, l'enfant, à l'âge de 3 ans, quand même, il réfléchit. Hein. Moi, ce matin, vous m'auriez dit, tu vas pas te lever tôt pour aller te paumer dans les banlieues du 94, si tu mets une couche, t'y vas pas, je pense que j'aurais mis une couche. Donc, faut pas mettre des enjeux comme ça. Hein, on dit, regarde. Pourquoi l'enfant fait pas le lien? Comment on ferait le lien? Surtout que l'école, on lui dit, tu vas aller à l'école, mais il sait pas ce que c'est. Au pire, il connaît le bâtiment, mais la vie à l'école, il sait pas ce que c'est. Hein, il peut pas se projeter là-dedans. On lui dit, après la crèche, ou quand on a 3 ans, c'est normal, ou après la nounou, ou après les parents, ou après les grands-parents. À 3 ans, on va à l'école. Et à l'école, c'est un endroit chouette où on se marre, hein, et on a plein de copains. On va pas apprendre. J'ai vu des parents leur gamin, il était hyper mal à l'entrée à l'école. Et j'ai dit, mais comment vous lui avez présenté l'école? Ils me disent, on a dit, il faut que tu ailles à l'école, que tu travailles bien pour que plus tard tu aies un bon job et que tu gagnes plein d'argent. Tu as un môme de 3 ans. Eh ben, il n'était pas bien pour aller à l'école, je ne sais pas pourquoi. Hein. Donc, on va revenir à l'apprentissage de la propreté, parce que c'était votre question, cher ami. Je sais que vous avez du mal à rester focus sur le sujet. Focus? Un mot compliqué, focus. Oui. Mais si on enlève le S, mais sinon, si on laisse le S, on est tranquille. Donc, l'enfant, il va de lui-même, hein, parce qu'il voit que ses parents, ils mettent pas de couche, il voit que ses frères et sœurs mettent pas de couche, que personne dans le monde, et c'est de lui-même qu'il va le retirer. On lui dit... Vous lui faites confiance, vous, en fait. Ah ouais, complètement. Je vais vous raconter une très jolie histoire, que je crois que je raconte dans le bouquin. Hein, c'était une petite fille, ses parents viennent me voir au début de l'été en me disant, elle va rentrer à l'école en septembre, on n'arrive pas à lui retirer la couche. Je dis, mais cherchez pas à lui retirer la couche, elle va la retirer d'elle-même. Fin août, il me rappelle, mais panique intégrale, on a essayé, ce que vous avez dit, c'est de la daube, ça marche pas, et tout, elle continue à mettre des couches, et tout. Et j'ai senti l'urgence, quoi. Donc je dis, venez ce soir à la fin de la consultation, à 20h, venez avec la petite, on va voir ce qu'il en est. La rentrée, c'est demain, mais... Et donc il me raconte un été pourri où ils ont couru derrière la petite avec le pot pour recueillir la sainte crotte et tout ça. Et après, j'étais un petit peu démuni. Donc quand je suis démuni, je fais parler les enfants. Je dis à la petite, et toi... qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, mais moi, tu sais, j'ai bien compris. Pour aller à l'école, il ne faut pas mettre de couche. Mais là, je ne vais pas encore à l'école. Hein. Et le lendemain, rentrée des classes, elle a retiré sa couche. Il n'y a jamais eu le moindre souci. 15 jours après, la même maman, qui était un peu anxieuse, il faut le dire, me téléphone en me disant, docteur, elle veut retirer sa couche la nuit. Qu'est-ce que je fais? Mais je dis, si c'est elle qui demande, vous le faites. Hein. Et on est resté dans le temps de l'enfant, dans les apprentissages de l'enfant. Il n'y a jamais eu le moindre problème.
Alors vous m'amenez à la question de l'enurésie, donc les fameux pipi au lit. Comment vous expliquez qu'il puisse y avoir des familles d'enurésie ? Quelle est la transmission finalement ? Alors, il y a des familles qui pissent au lit, oui, c'est vrai. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas s'il y a un gène de l'énurésie, mais je pense qu'on le saura un jour et on fera des thérapies géniques. Oui. Comment vous prenez en charge, vous, finalement ? Alors, en dédramatisant, parce que ce n'est pas une maladie. Ils arrêtent toujours de pisser au lit. Alors, est-ce que c'est un truc où on a raté quelque chose dans le discours qu'on a eu auprès de l'enfant ? Est-ce qu'on est dans des systèmes projectifs ? Les parents pissent au lit, c'est normal qu'ils pissent au lit ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Les enfants qui arrivent, qui font pipi au lit, alors c'est très drôle parce que quel est l'âge normal pour que on retire les couches la nuit ? C'est quoi l'âge normal ? Moi, j'en sais rien. Vous avez des parents qui arrivent en consultation qui nous disent il a 3 ans et demi, il met encore des couches la nuit, sa cousine a 3 ans, elle a arrêté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dis rien. 3 ans et demi, c'est tout à fait normal. Et puis des fois, on voit un grand gaillard, une grande fille de 8 ans, et à la fin de la consultation, il dit ah oui, j'ai oublié de vous dire, il pisse encore au lit, mais enfin, on s'en fiche. En général, c'est quand les 2 parents ont pissé au lit. Parce qu'il accepte plus finalement. Bah oui, parce qu'ils savent que ça s'arrête et on n'est pas dans le drame. Alors, moi, ce que je pense, il faut effectivement dédramatiser, expliquer à l'enfant. Bon, on fait un bilan urologique, quand même. On fait une échographie, on regarde s'il n'y a pas d'anomalie urinaire, mais on n'en trouve jamais, mais on le fait quand même, au moins pour assurer. Et j'aime bien, moi, expliquer la physiologie aux enfants. J'ai un petit sketch que je fais avec un ballon de baudruche jaune. C'est important pour expliquer le pipi, que je gonfle et j'explique qu'il y a un sphincter qui contrôle et que la nuit, des fois, le sphincter, il peut s'endormir. Donc, j'explique aux enfants que uriner, c'est sous le contrôle de la volonté. Si on a envie d'uriner là, on va attendre la fin de l'émission pour aller aux toilettes, parce qu'on est des grands. L'enfant, il a appris ça. Il en était très fier. Puis des fois, la nuit... je leur explique qu'ils sont le chef de leur pipi, qu'ils peuvent faire pipi. C'est eux qui disent quand ce besoin est trop pressant et que la nuit, des fois, le chef il dort et que quand le chef dort, c'est la débandade dans la société, quoi. Donc, et que je remets ça, et je dis que la nuit, le soir, tu dois pouvoir expliquer. Je veux dire que mettre les enfants en privation hydrique le soir, leur dire surtout ne bois pas et tout. Alors là, c'est les copains psy qui font qui se racontent des histoires avec ça, qui disent mais tu lui donnes soif le soir, du coup il va rêver qu'il boit, et s'il rêve qu'il boit, il rêve qu'il pisse. Parce que les énurésiques, quand ils grandissent, ils disent bien que souvent ils rêvent qu'ils sont en train de pisser. Et ils pissent en même temps. Et ils se lâchent, ils se relâchent. L'espace onirique des énurésiques est magique. Peuplé de cascades, de lacs, de rivières qui coulent et tout. C'est absolument extraordinaire. L'apprentissage ne se délègue pas aux outils technologiques comme on n'apprend pas à un enfant à parler devant la télévision. Voilà, vous avez tout dit. C'est la base, c'est pas parce qu'il regarde la télévision qu'il parle. L'enfant apprend à parler parce qu'on lui parle. Et qu'on met de l'émotion derrière le langage. C'est la même chose. Alors c'est très bien d'avoir des MP3, MP4 enregistrés pour que l'enfant ait son histoire le soir, mais rien ne remplace l'histoire racontée par les parents, parce que l'histoire racontée, ou par les grands-parents, parce que l'histoire racontée va mettre en jeu un lien dans l'émotion. Je veux dire que quand on raconte une histoire à un enfant, on le voit réagir et on va adapter notre lecture aux réactions de l'enfant et vice-versa. Que vous dit un enfant qui... en tout cas, que dit un enfant qui fait des caprices à ses parents ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Qu'il les aime ? Je ne sais pas qui est capricieux, si c'est l'enfant ou les parents. Avec ces demandes permanentes de performance qu'ont les parents par rapport à l'enfant, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, t'as fait ça, c'est super et tout. L'enfant dit, on attend tout de moi. Et des fois, il dit, je veux ci, je veux ça. L'enfant, il fait des caprices. Le caprice, c'est aussi une forme détournée, je dirais, une complication de la relation humaine. Quand on fait un caprice, on fait caprice à sa femme, à ses parents, enfin les femmes font à leur compagnon,
Et on fait pas des caprices à son patron. On fait des caprices. Non, vous avez peut-être une relation particulière à votre patron, je ne sais pas. Alors, je sais pas. C'est-à-dire qu'on fait des caprices aux gens qu'on aime. Ça dépend, ça dépend de la relation qu'on a avec son patron. On fait des caprices aux gens qu'on aime. Et face aux caprices, faut arriver à pas rentrer dans une relation d'opposition. L'enfant, on va prendre le caprice de base de l'enfant. Il est en train de jouer, c'est le soir, viens, on va faire la douche. Non. Si on se met dans un si, on s'en sort pas, on finit par s'engueuler et ça va pas. L'enfant, faut dégonfler les caprices quand on les voit naître. Viens à la douche. Non. Bon, c'est pas grave, on fera plus tard. Alors l'enfant, il avait tenté quelque chose qui allait faire gonfler de l'émotion. Je vous redis, l'enfant, il est à l'écoute des réactions de ses parents. Si l'émotion monte, il s'en fout, lui, que l'émotion soit positive ou négative. Ce qu'il voit, c'est il faut que l'émotion monte. Il a gagné. Non, s'il n'a pas gagné, c'est pas un concours. Il se nourrit des émotions de ses parents. C'est dans la relation. Après, il faut lui apprendre qu'il y a des bonnes et des mauvaises émotions. Et que, donc, viens faire la douche. Non. Bon. Si, je m'en fous. Et on revient un peu plus tard avec un livre, genre un petit ourson brun, un truc comme ça, on a 45 secondes pour le lire. On lit le livre avec l'enfant, on prend une autre approche, qui est une approche d'échange ludique, sympathique, un bon moment passé ensemble. Et à la fin du livre, on lui dit, maintenant viens, on fait la douche. Je veux dire que 9 fois sur 10, il vient, on ne s'est pas engueulé, on est calme, alors qu'on a bossé toute la journée, qu'on sait faire si son patron, les embouteillages et tout ça. Et que ça permet de mettre du liant. Il faut dégonfler les caprices quand on les voit monter. Et puis, il ne faut pas avoir honte du caprice, parce que les parents vous disent, oui, c'est bien votre solution, mais quand ils se roulent par terre dans un magasin, qu'est-ce que je fais ? Quel est le regard des autres ? Mais je dis, mais les autres, il dit, mais j'aimerais pas être à la place de cette maman. C'est tout. Il dit pas, oh, la vilaine mère qui ne sait pas s'y prendre avec son enfant capricieux. Non, il dit, heureusement, c'est pas moi. Dans ces cas-là, vous prenez le gamin sous le bras, puis il dit, crotte. Parce qu'on a le droit. On a le droit de dire crotte à son gamin. On n'a pas le droit d'être violent, mais on a le droit de lui dire crotte et de dire la limite, c'est moi qui la donne. Ça fait partie de la fonction parentale, donner des limites. Comment justement on pose des limites aux enfants ? Quelles sont les bonnes limites à poser ? Vous êtes chier avec vos questions. Je sais pas, elles sont dans votre livre. Alors en plus, vous avez un chapitre complet sur comment poser des limites. Oui, mais il y a pas quelles limites poser. C'est comment les poser. Les limites, c'est qu'est-ce qu'une limite juste ? C'est nous, c'est dans chaque famille on pose des limites. Et après, chaque société pose des limites. Et après, nous, adultes, on va apprendre à nos enfants à respecter ces limites en disant non. Je veux dire, non, c'est absolument pas un mot interdit. La sanction, plutôt que la punition, punir, non, une sanction, on lui dit, t'es pas bien. On arrête. On peut poser des sanctions. La sanction la plus violente qu'on peut poser à un enfant petit, c'est sûrement pas lui taper dessus. On lui apprend à lui taper dessus. On lui apprend que quand on n'est pas d'accord, on se fout sur la gueule et il va reproduire ça lui après dans la vie courante et ça sera pas bien. Mais un enfant petit qui fait un caprice ou qui se roule par terre et tout à la maison, on lui dit mais écoute, quand tu es comme ça, tu m'intéresses pas. Moi, je m'en vais. C'est pas va dans ta chambre, réfléchir, je t'assois sur le siège pour réfléchir. Il a 3 ans. Va réfléchir dans ton coin. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui ? Non, rien. Si quand tu es comme ça, tu ne me plais pas, je me casse. Et vous partez dans la pièce à côté. Et l'enfant, il se retrouve. Ça, c'est une sanction. Et ça montre une limite. Et on crée le cadre. Et le cadre est sans arrêt. Puis on va expliquer. Ça c'est dangereux. Et puis, bien sûr, l'enfant, il va expérimenter. On me dit que c'est pas bien, donc je vais aller voir. Et là, on lui dit non. Et on reprend. Mais il faut qu'il comprenne. L'enfant comprend le non à partir de quel âge ? Je crois qu'il le comprend vite. Il le dit très vite. Il sait que c'est ce qui fait le plus réagir ses parents. Il faut savoir qu'un enfant, le mot qu'il entend le plus dans les 2 premières années de sa vie, c'est non. Et après, il sait très bien que c'est un truc qui fait réagir parce qu'on lui a dit beaucoup. Donc il va le dire et on en arrive à cette notion de ce qu'on appelle à l'heure actuelle le terrible two, la période 18 mois, 2 ans. Les enfants, ils rentrent dans le langage, mais ils disent non tout le temps.
Parce que c'est le mot qu'ils ont le plus entendu, et c'est le mot qui a le plus d'impact sur les parents. Alors en particulier au niveau du casse-croûte, je dis, quand on me propose à manger que je dis non, mais alors là, c'est une éruption volcanique émotionnelle chez les parents. Comment il veut pas manger? Aïe aïe aïe, il va être malheureux, il va être tout maigre et tout, et la grand-mère me dit toujours qu'il est pas assez gros, faut absolument qu'il mange et tout ça. Hein, je dis, le non, c'est un outil que l'enfant a trouvé pour générer de l'émotion chez ses parents. Il s'en sert largue à manu. Et je vous dis, il ne faut pas rentrer dans une guerre. Quand l'enfant dit non, il dit bon, non, c'est non. Puis on ne va pas plus loin. Parce que sans ça, là, on va arriver dans de fabriquer des structures vraiment opposantes. Alors, petite note personnelle et dédicace à ma fille. L'appeler Manon, c'est compliqué. Oui. Parce qu'elle a deux fois plus dans le langage des oiseaux. Que les autres. Ah ouais, alors là, franchement, c'est fait. Un mot que vous n'aimez pas, tiens, puisqu'on parle de nourriture, c'est le mot diversification. Pourquoi vous n'aimez pas ce mot diversification? La diversification, elle est naturelle. Non, c'est pas. Je suis contre les techniques de diversification. Je suis pas contre la diversification. L'enfant, la même chose. Dans sa maturation, il va arriver petit à petit d'une alimentation de bébé tout au lait à une alimentation de l'âge adulte où on va manger comme les parents. Je dirais pas de tout, mais comme les parents. Et dans un équilibre alimentaire sur lequel on a un mot à dire, mais que globalement, il faut arrêter de vouloir tout peser à chaque repas pour que chaque repas soit un équilibre. L'équilibre alimentaire, il doit être sur la semaine ou sur le mois, mais pas sur chaque repas, parce que ça, on se rend malade, et l'enfant, il sent bien que s'il y a trop de tension sur la bouffe, le non, il est encore plus fort, et il marche encore mieux. Donc, je crois, on va proposer à l'enfant un truc qu'il faut avoir en tête. On ne donne jamais à manger à un enfant, on lui propose. Et ça commence dès la première tétée. Jusqu'à... On lui propose. Il y a ça sur la table, tu prends pas. Et on arrête de vouloir absolument, à un enfant de 2 ans, 3 ans, vouloir absolument... T'as ton entrée, t'as ton plat, ton dessert. Si tu finis pas ton plat, t'as pas ton dessert. Il peut pas comprendre ça. Le repas traditionnel chinois, la table ronde avec le plateau qui tourne et tout le repas sur le plateau, on fait tourner le plateau, on prend une boulette de ci, un peu de ça, et on fait tourner. C'est-à-dire que ça correspond plus au fonctionnement de l'enfant. Et pourquoi les enfants aiment tant les Américains qui font des Happy Meal, c'est parce qu'on mange avec les doigts, parce qu'il n'y a pas de règles, parce que on peut tremper ses frites dans la compote et personne ne dit rien, vu que c'est la règle du jeu. Et eux, ils ne peuvent pas comprendre. Donc l'enfant, on va l'amener à la diversification en lui présentant des aliments qu'il va manger ou pas. Mais au total, il finira toujours par manger. Et que c'est si on est dans imposer, si on veut absolument imposer un type alimentaire, que l'enfant va encore plus s'opposer et dire non, je mange des pâtes et du steak haché, c'est point final, ou des frites, parce que il sait que ça fait réagir les parents, parce que les parents réagissent. Non, tu vas quand même pas manger des frites tout le temps. Pourquoi pas? Le forcing alimentaire, ça fonctionne pas chez les enfants. Absolument pas. Ils ont le droit de laisser d'un plat, ils ont le droit de pas aimer, ils ont le droit de pas finir un et ils auront quand même celui d'après, et on ne tombe pas non plus dans la folie de notre société. Regardez les pubs pour l'alimentation des enfants, tout est fait au nom de la carence. C'est supplémenté en ci, supplémenté en ça, comme si nos petits chéris, ils étaient carencés. Mais j'ai pas vu, dans toute ma carrière, j'ai pas vu un enfant carencé, sauf une fois, et hélas, dans d'autres pays, j'en ai vu des enfants carencés, mais en France, une seule fois, j'en ai vu un carencé qui avait des parents fous, qui avaient décrété que tout aliment était mauvais, et la gamine, à 3 ans, n'avait eu que du lait d'amande en tout et pour tout pour son alimentation. Ouais, elle était carencée. Mais sinon, les enfants, ils sont plutôt dans l'excès que dans la carence dans notre société. Donc, vouloir dire, ouais, mais il faut qu'il ait ci, il faut qu'il ait ces milligrammes de taurine, ces protéines essentielles et tout ça, on est dans la folie douce. Mais les commerciaux de la diététique infantile, ils jouent là-dessus, à fond la caisse, parce que c'est la peur essentielle d'une maman. Est-ce que mon enfant a assez à manger ? Est-ce que j'apporte de la bonne nourriture à mon enfant ? Si on apporte du diversifié, du tranquille,
à l'enfant, il aura ce qu'il faut et l'équilibre, il viendra. Il sera là. Il n'y a pas d'enfant qui se laisse mourir de faim. Alors, non seulement, je me bats contre cette formulation, comme si la vie était en danger à chaque repas. Il ne se laisse pas mourir de faim, c'est-à-dire que s'il ne mange pas, il va mourir. Vous imaginez, si on met la vie et la mort autour de la bouffe, non, il n'y a aucun enfant en France qui se laisse aller à manquer parce que tous, ils ont assez. Et à partir du moment où un enfant a à manger sur la table, il aura toujours assez. Et il aura le droit des fois de dire « j'ai pas faim, j'ai pas envie ». Et si on tombe dans si, il mange quand même, et puis on arrive dans la folie, et une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère pour tati, comme s'il mangeait pour les autres. Il doit se nourrir pour lui, pas pour les autres. Et il mangera toujours, promis, juré. Et l'enfant ne vient pas au monde pour manger. Il ne vient pas, surtout, il ne vient pas au monde pour manquer. En France. Vous dites que finalement les enfants ressemblent assez à leurs parents, qui mangent comme leurs parents le faisaient à leur âge. La même chose, alors on parlait tout à l'heure des familles d'énurésiques, il y a des familles d'opposants alimentaires, ce qu'on appelle la néophobie, vers l'âge de 18 mois, où ils ne veulent plus manger qu'un seul truc et tout. Il y a des familles, alors qu'est-ce qui est de l'inné, qu'est-ce qui est de l'acquis, moi j'en sais rien, c'est une réalité. Parce que bien des fois, on entend des mamans qui ont du mal avec l'alimentation de leur enfant, ils mangent rien, ils veulent manger que des pâtes et tout, et ça... Écoutez... fait quand même des beaux enfants. et avec la grand-mère un jour qui arrive, il dit « Oui, mais si vous saviez tout ce qu'elle m'en a fait baver quand elle était petite... je suis bien contente parce que le môme lui fait vivre la même chose que j'ai vécu. » Alors, qu'est-ce qui est de la transmission, ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a des familles où il y en a toujours un ou deux qui sont des petits trésors qui jouent bien l'opposition sur le casse-croûte. Ils ne se mettent jamais en danger, c'est ça qu'il faut entendre. Le docteur Alain Benoît a été notre invité. Dans votre livre, vous reprenez les fondamentaux du pédiatre. Ce livre s'appelle « Les vrais besoins de votre enfant ». Les conseils bienveillants d'un pédiatre expérimenté aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Doc. Je vous en prie. Je vous remercie de votre invitation. Avec beaucoup de plaisir maintenant que vous connaissez la passerelle. Oui, bah c'est cool. Vous réécoutez l'émission podcast sur beurrefm.net et puis vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Et passez une très très belle journée santé.